Je vous remercie de nous avoir accueillis ce soir. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mes nouveaux collègues, nouveaux et jeunes collègues. Donc vous verrez le docteur Crenier qui va vous parler du pied diabétique et le docteur Marie Buchy qui va vous parler avec moi des nouveaux traitements du diabète. Et puis vous rencontrerez aussi Carole et Yannick, notre équipe de choc avec lesquelles on s'occupe des pieds diabétiques au cabinet et à la clinique. Alors, avec Marie, on voulait vous faire un petit rappel des nouveaux traitements du diabète parce qu'il y a une grande nouveauté depuis quelques mois. Et du coup, ça change un petit peu notre arsenal thérapeutique et la façon dont on va prendre en charge nos patients ici. Alors, jusqu'à présent, vous connaissiez les classiques metformine, toutes les sulfamides hypoglycémiants, Amarel Diamicron, les glinides, le Novonorm. Ensuite, on a eu les inhibiteurs des DPP4. Alors, ces classes médicamenteuses, en tout cas la metformine et les inhibiteurs des DPP4, ont montré une amélioration un bénéfice cardiovasculaire. Donc, ces médicaments qu'on utilise assez régulièrement. Et puis, surtout, on a des nouvelles insulines également. Donc ça, là, je vous cite vraiment tout l'arsenal thérapeutique qu'on a pour nos patients diabétiques. Donc vous aviez la Lantus et la Basaglar, donc c'est pour la glargine, avec plus récemment la Toujeo, qui est de la glargine dosée en U300. Et puis, donc celle-là, on les utilise assez régulièrement. La Degludec, le Tresiba, ici, on l'utilise quasiment pas, sauf peut-être dans le Xultophy, qui est une association de Degludec et de liraglutide. Et puis, on a la Détémir, donc la Levémir, qui est pas mal utilisée aussi également. Alors, les nouveautés les plus récentes, donc c'est d'abord les agonistes du GLP-1, donc ils avaient été commercialisés sous la forme de Victoza, puis ensuite de Trulicity hebdomadaire. Donc le mode d'action, le GLP-1 est produit par l'intestin au moment de la prise alimentaire. Il va agir sur le pancréas en agissant sur les cellules alpha et les cellules bêta, en permettant une diminution de la production hépatique de glucose et une augmentation de l'utilisation de glucose par les muscles et le tissu adipeux, tout ça améliorant l'homéostasie glucidique. C'est à ce niveau-là aussi que vont agir les inhibiteurs des DPP4 dont on parlait tout à l'heure, puisque la DPP4 est l'enzyme qui inactive le GLP-1 en GLP-1 inactif et du coup améliore la quantité de GLP-1 dans le sang et son action donc sur l'homéostasie glucidique. Le GLP-1 agit à ce niveau-là, mais il agit également au niveau du cerveau. Il permet une diminution de l'appétit, une augmentation de la satiété. Il diminue la vidange gastrique au niveau de l'estomac. Et il assure une diminution du poids, de la pression artérielle. Il améliore le profil lipidique. Donc, il a tout un tas d'actions intéressantes chez notre patient vasculaire, souvent avec une pathologie cardiovasculaire. Donc, vous avez le Victoza et le Trulicity. Tous les deux ont eu des études que je ne vais pas m'amuser à détailler ce soir, la soirée va être trop longue sinon, mais ont montré un bénéfice sur le risque d'événements cardiovasculaires, et en particulier chez les patients coronariens, en prévention primaire et secondaire. L'Ozempic, lui, est pas tellement utilisé ici. Je crois qu'il y a quelques patients qui l'ont, mais très peu. Et puis, la grande nouveauté donc, de cette année, c'est la classe des glyphosines, les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que ce médicament va agir au niveau du rein et va diminuer la réabsorption de glucose, puisqu'il va inhiber la réabsorption du glucose et du sodium dans le tubule glomérulaire. Et du coup, forcément, il va y avoir une excrétion plus importante de sucre par les urines. Alors, il y a 4 molécules. Celle qu'on a à disposition en Nouvelle-Calédonie, c'est la dapagliflozine, qui est commercialisée sous la forme de Forxiga et en association avec la metformine sous la dénomination Xigduo. Cette molécule, elle est commercialisée depuis longtemps en Europe. On a au moins 6 ans, voire un peu plus de recul. Donc, on a pas mal de recul sur l'utilisation de cette molécule, pas en France, mais du coup, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé dans les pays européens pour se faire une opinion sur ce produit. Les autres molécules, pour l'instant, on ne les a pas à notre disposition. Alors, cette nouvelle molécule a des avantages.
Elle diminue l'hémoglobine glyquée un peu comme toutes les autres antidiabétiques oraux, à l'époque plus puissantes, 0,5 à 0,9% d'hémoglobine glyquée en moins. L'avantage, c'est que c'est une administration orale. Elle est active quel que soit le degré d'insulinopénie et tous les patients sont répondeurs puisqu'il suffit juste d'excréter plus de glucose et la réponse dure dans le temps. Elle ne s'épuise pas. On observe une diminution de la pression artérielle parce qu'il y a également une diminution du sodium, à peu près 4 mm de systolique, de mercure, et une perte de poids de 2 à 4 kg en moyenne. Il n'y aura pas d'hypoglycémie avec cette molécule, ce qui est quand même très important. Et puis, surtout, une protection cardiovasculaire et rénale, et c'est là que la molécule est intéressante également. Donc l'étude d'Eclair-Timi, qui a suivi pendant plus de 4 ans 17 000 patients, qui comparaient la dapagliflozine et le placebo, sur tout un tas de critères, a vraiment montré une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et en prévention secondaire, une diminution des événements majeurs cardiovasculaires. Donc vraiment ces molécules-là, elles vont avoir un bénéfice chez les patients avec insuffisance cardiaque du diabétique qui est sous-estimée, sous-recherchée entre guillemets, puisque ce sont des insuffisances cardiaques un peu particulières, diastoliques. Il va falloir qu'on pousse un peu nos cardiologues à nous les rechercher un petit peu plus, parce que ça sera dans ces indications-là que ces molécules pourront prendre leur place. Donc ça, c'est juste la diapo qui exprime cette étude. Et puis une étude encore un petit peu plus poussée, la DAPA-HF, qui a montré vraiment la diminution du risque de décès cardiovasculaire et d'aggravation d'une insuffisance cardiaque, et également chez les patients qui ne sont pas diabétiques. Donc c'est une molécule qui va vachement intéresser les cardiologues parce qu'elle va améliorer le risque d'insuffisance cardiaque. Donc voilà la diapo qui illustre cette étude. Et puis, cette molécule montre également une protection rénale. Donc ça, c'est l'étude de DAPA-CKD, qui a permis de retrouver une diminution de 40% du déclin de la fonction rénale de plus de 50% et une diminution de la microalbuminurie, faisant passer le patient de micro à normo-albuminurie, de macro à microalbuminurie. A priori par des mécanismes de diminution de la fibrose rénale, de diminution de l'inflammation, d'amélioration de l'hypoxie rénale et de diminution de la pression glomérulaire par vasoconstriction de l'artériole afférente. Et je vous passe les détails, mais on voit bien que tous les curseurs sont du côté de la DAPA. Glyphosine. En pratique, c'est un médicament qui se prend un comprimé par jour à n'importe quel moment de la journée, qu'on n'initie pas chez les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60. Mais si le patient l'a déjà, on l'arrête quand on arrive à moins de 45. On fait attention chez le sujet un petit peu âgé, parce que comme il y a une déplétion volémique, il y a un risque d'hypotension artérielle, et surtout chez les patients qui sont sous diurétique. On le recommande pas chez les patients plus âgés que 75 ans. On fait attention à l'insuffisance hépatique, à la grossesse. Et en dépit d'études qui seraient quand même intéressantes, on ne l'utilisera pas chez le patient diabétique de type 1. Alors cette molécule, elle paraît assez révolutionnaire, mais il y a un petit hic pour le moment, c'est le périmètre de remboursement, puisqu'elle n'est remboursée en bithérapie qu'en association à la metformine en cas d'intolérance au sulfamide, c'est-à-dire qu'un patient qui a de la metformine, on ne peut pas lui mettre directement cette molécule en deuxième intention. On a le droit de lui mettre en association avec la metformine que s'il y a eu une contre-indication ou une intolérance au sulfamide. En bithérapie, par contre, on peut le mettre en sulfamide si le patient n'a pas pu avoir de metformine. En trithérapie, ça passe. Avec l'insuline, ça passe. Mais on ne peut pas l'associer aux incrétines, c'est-à-dire ni les inhibiteurs des BP4, ni GLP1. Donc ça, c'est assez limitant parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui sont sous ces molécules. Et pour les bonnes raisons, Marie vous expliquera après un petit peu comment on fait nos choix dans tout ce panier de thérapeutiques qu'on a maintenant à notre disposition. Mais vraiment, il faut retenir ça, c'est pas remboursé. Il y a des études qui sont intéressantes et qui montrent qu'il y aurait un intérêt, mais par contre, il n'y a pas de remboursement. Donc si on le prescrit, on le remboursera à la CAFAT. Pour l'instant. Ce médicament est soumis à prescription initiale annuelle, réservé aux spécialistes endocrinos, mais par contre, après, le remboursement sera fait par le médecin traitant. Le renouvellement n'est pas restreint. Alors, ils ont quelques effets secondaires, des mycoses génitales, des infections urinaires, alors forcément puisqu'il favorise l'excrétion urinaire de glucose. Après, chez un patient qui a 9% d'hémoglobine glyquée, qui a une glycosurie en permanence,
même si on lui rajoute ce médicament, s'il ne faisait pas d'infection urinaire avec sa glycosurie, il n'en fera pas plus sous traitement, donc on peut se rassurer. Finalement, quand on regarde les études et l'expérience des pays européens, on n'est pas trop limité finalement par ces infections urinaires. On arrêtera le traitement qu'au bout de la 2e, 3e infection urinaire. Attention, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, aux patients qui sont déjà sous diurétique ou qui ont une tension un petit peu limite, levez un peu le pied sur le traitement antihypertenseur si vous lui rajoutez ce type de médicament, parce qu'il risque de faire une hypotension. Quelques rares cas d'insuffisance rénale aiguë, mais avec diminution initiale puis réversibilité. Et puis au départ, ce qui a beaucoup bloqué, ce qui a bloqué son arrivée en France, c'est une étude sur la canagliflozine, donc c'est pas la même molécule, qui a montré une augmentation des amputations d'orteils. Donc aujourd'hui, ça reste une précaution de faire attention chez des patients qui ont une artérite ou qui ont une antécédent d'amputation distale. Donc on est tout à fait dans la soirée qui va bien avec. Les rares cas de gangrène de Fournier, alors ça c'est des fascites nécrosantes du périnée assez dramatiques. De très rares cas, on prévient juste le patient de faire attention et de nous consulter rapidement si il a une rougeur au niveau du périnée. Mais tous ces effets secondaires qui ont beaucoup bloqué l'arrivée sur le marché de ces molécules, beaucoup bloqué le remboursement, en fait, finalement, avec l'expérience qu'on voit dans les pays européens, ne remet pas en cause l'intérêt majeur de ces médicaments. Il faut juste une bonne information du patient. Je vous disais que les cardiologues étaient très intéressés par cette molécule et les recommandations récentes donc de la Société de Cardio 2019 demandent de mettre en première intention, même avant la metformine, si on le pouvait ou si on le peut en tout cas, des glyphlosines ou des incrétines, donc le GLP-1. Et on n'a pas encore les recommandations des néphrologues, mais je pense qu'elles vont suivre. Jusqu'à aujourd'hui, on essayait de viser à tout prix un objectif d'hémoglobine glyquée chez nos patients. Donc vous connaissez peut-être tous cette fiche qu'il faut bien avoir à l'esprit parce que pour chaque patient, on n'a pas le même objectif d'hémoglobine glyquée. C'est pas 7% à tout prix. Hein. Selon que c'est un patient âgé, que c'est un patient dialysé, notre objectif peut aller jusqu'à 8-9%. Mais aujourd'hui, compte tenu des bénéfices cardiovasculaires et rénaux de ces nouvelles molécules, donc je parle du Trulicity, Victoza et des glyphlosines, on va vraiment ne plus se contenter d'obtenir un objectif d'hémoglobine glyquée, mais on va individualiser le traitement en fonction du profil de chaque patient. Et donc là, c'est Marie qui va vous expliquer comment on va y arriver. C'est ça ? Voilà. Donc bonsoir à tous. Donc avec tous ces outils, on va définir les nouvelles stratégies thérapeutiques médicamenteuses dans la prise en charge du diabète de type 2. J'ai fait ces diapos à partir de la récente prise de position de la SFD qui date de 2019, qui prend en compte tous ces outils puisque les recommandations de la HAS ne sont pour le moment pas mises à jour. Alors, donc, dans la stratégie thérapeutique, on va d'abord vérifier pourquoi on traite le diabète. Donc ça, on le connaît tous pourquoi. Parce qu'il y a un réel bénéfice de l'équilibre glycémique sur les complications micro- et macro-angiopathiques. L'étude UKPDS notamment avait bien montré tout ça. Mais la prévention des complications du diabète passe aussi par la prise en charge de tous les facteurs de risque cardiovasculaires qui peuvent donner ces complications. Et donc, par ce biais-là aussi, l'optimisation de l'équilibre glycémique. Donc, on aura, avec l'optimisation de cet équilibre glycémique, un bénéfice sur les complications micro-angiopathiques, aussi un bénéfice sur les complications macro-angiopathiques, qui est, lui, un peu plus long à obtenir et qui s'estompe progressivement si l'équilibre glycémique se détériore. Donc, on va essayer d'avoir un équilibre glycémique vraiment sur le très long terme. En deuxième phase de la stratégie médicamenteuse, on va avoir cette décision médicale partagée. Donc, il va falloir absolument expliquer et connaître tous les traitements et savoir les expliquer aux patients. Parce qu'un patient qui sera observant sera un patient qui connaîtra ses traitements et saura pourquoi il les prend. Et notamment dans tout ce qui est préventif, prévention notamment cardiovasculaire et rénale. Et puis tout ça basé sur des études scientifiques de haut niveau de preuve, comme l'a expliqué Karine. On individualise les objectifs glycémiques avec la diapo que vous a montré Karine, avec bien sûr des objectifs qui sont personnalisés en fonction des comorbidités et de l'état général du patient. On individualise complètement, c'est co-décidé avec le patient aussi, il faut que le patient sache bien quel est son objectif glycémique. Et bien sûr, cet objectif, il est évolutif au cours du temps.
Quatrième stade, on réévalue systématiquement la réponse thérapeutique et les règles, et on revoit les règles d'arrêt des traitements à chaque fois qu'on voit le patient. Dès qu'on met un nouveau traitement, il faut absolument le réévaluer dans les mois qui suivent, dans les 3 à 6 mois, voire plus rapidement, bien sûr, en fonction des hyperglycémies, des hypoglycémies et de l'intolérance éventuelle au traitement. On vérifie l'adhésion au traitement avant de changer le traitement. C'est notamment l'adhésion aux règles hygiéno-diététiques. C'est extrêmement important de vérifier que ces règles soient le plus possible mises en œuvre, parce que même toutes les études qui ont été faites avec les nouveaux traitements du diabète, elles ont été faites avec des règles hygiéno-diététiques bien menées. Donc on n'aura pas des médicaments qui seront des résultats optimaux si on n'a pas des règles hygiéno-diététiques faites de façon optimale. On évite bien sûr l'inertie médicale pour arrêter un médicament qui est soit inefficace, et on n'hésite pas à intensifier le traitement à 3 à 6 mois si celui-ci n'est pas efficace. On réévalue systématiquement l'intérêt des sulfamides hypoglycémiants inhibiteurs de DPP4, analogues du GLP1 et inhibiteurs du SGLT2 si la baisse de l'hémoglobine elle n'est pas optimale non plus. Ça ne sert à rien de garder un traitement si on n'a pas une amélioration de l'équilibre glycémique. Sauf bien sûr si on a un bénéfice secondaire au traitement. Un patient qui est en prévention cardiovasculaire secondaire, par exemple, et que l'analogue du GLP1 n'est pas forcément très efficace sur l'hémoglobine glyquée, on pourra le garder uniquement pour le bénéfice secondaire qu'on aura à ce traitement. Attention au risque hypoglycémique de certaines classes, quand on rajoute des classes thérapeutiques, notamment les analogues du GLP1 et l'inhibiteur du SGLT2, il faut absolument faire attention aux sulfamides hypoglycémiants et aux glinides. C'est très important d'expliquer aux patients que s'il fait des hypoglycémies avec l'ajout de ces traitements, ce n'est pas à cause du nouveau traitement qu'on vient de mettre, mais plutôt à cause du sulfamide hypoglycémiant, parce que globalement, les analogues du GLP1 et les inhibiteurs du SGLT2 n'en donnent pas individuellement, mais vont potentialiser l'effet hypoglycémiant de certains médicaments. Donc il faut vraiment bien l'expliquer aux patients, parce que sinon on aura une mauvaise observance médicamenteuse. Le patient qui revient voir, docteur, j'ai pas pris votre traitement parce qu'il me donne des hypos. Donc voilà, vraiment faire attention, leur dire quel médicament peut leur donner des hypos et leur mettre aussi sur l'ordonnance quel médicament il faut diminuer en cas d'hypoglycémie. Et bien sûr, on évite l'empilement thérapeutique, donc par l'arrêt des traitements qui sont inefficaces ou non tolérés, etc. Donc on en vient au vif du sujet. Quelle va être notre stratégie thérapeutique dans le diabète de type 2 ? Donc à la découverte du diabète, pas vraiment de scoop, on connaît tous. D'abord modification du mode de vie, plus ou moins la metformine d'emblée ou dans un deuxième temps. Quelques cas particuliers, quand on a une hémoglobine glyquée au-dessus de 9%, il arrive qu'on mette une bithérapie d'emblée qui bien sûr va être réévaluée un petit peu plus tard, peut-être à la baisse si l'hémoglobine glyquée s'est nettement améliorée. Et puis en cas d'hémoglobine glyquée supérieure à 10%, ce qu'on recommande c'est l'hospitalisation. S'il y a des signes d'insulinopénie, on pourra être amené à mettre une insulinothérapie d'emblée qui va elle aussi pouvoir être transitoire. Donc après la découverte du diabète, en première intention, pas de scoop non plus, metformine, idéalement à 2 grammes par jour, c'est la dose optimale. Même si le patient il est déjà bien contrôlé, ça va être la dose optimale pour jouer sur la base de la physiopathologie du diabète de type 2, la sensibilité à l'insuline. Donc 2 grammes par jour en 2 prises. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en bithérapie ? Alors ça, c'est dans le cas un peu qu'on appelle situation commune chez un patient de moins de 75 ans avec un IMC de moins de 35 kg par mètre carré, l'absence de maladie cardiovasculaire ou d'atteinte rénale. Donc toujours la metformine en première intention. Et ensuite, c'est la flèche bleue épaisse. On va avoir l'inhibiteur de DPP4 en première intention. Pourquoi ? Parce que ça va être le meilleur compromis entre l'efficacité sur l'hémoglobine glyquée, la tolérance de la molécule, la sécurité avec l'absence d'hypoglycémie et le coût. Ensuite, on pourra mettre aussi les sulfamides hypoglycémiants. Le coût reste très faible, c'est une molécule qui est ancienne et bien connue, donc on a un coût faible, mais il y a... Les glinides et les sulfamines hypoglycémiants sont un très haut risque de faire faire des hypoglycémies. Il faudra aussi prescrire un lecteur glycémique et des autosurveillances glycémiques régulières. Ces sulfamides, avec le risque hypoglycémique, peuvent faire prendre du poids.
Donc on les mettra plutôt chez un patient qui est à faible risque hypoglycémique. Les analogues du GLP-1, on a une très forte efficacité sur l'hémoglobine glyquée, avec une perte de poids également, pas de risque hypoglycémique, mais ils sont plus chers. La tolérance par rapport aux inhibiteurs de DPP4 est un petit peu moins bonne, notamment sur le plan digestif. On le préférera chez un patient obèse avec un IMC à plus de 30 kg par mètre carré. Et puis les inhibiteurs du SGLT2, je ne vous ai pas mis de petits carrés explicatifs parce que pour le moment, ils ne sont pas remboursés en bithérapie, sauf si contre-indication ou intolérance au sulfamide hypoglycémien. Et eux, on les préférera dans certains cas, notamment ceux-ci. Donc ça, c'est les choix d'une bithérapie en cas d'insuffisance de l'amélioration du mode de vie, etc., chez un patient qui a une maladie cardiovasculaire avérée, ou une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique. Donc comme l'a expliqué Karine, les analogues du GLP-1, eux, jouent plus un rôle de prévention sur le plan cardiovasculaire à la fois primaire et à la fois secondaire. Donc en bithérapie, on les utilisera plutôt en cas de maladie cardiovasculaire avérée. Et les inhibiteurs du SGLT2, on sera plutôt chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque, avec une néphropathie diabétique. Attention, on les initie que si la clairance est au-dessus de 60 ml par minute pour le moment, parce qu'il y a des études qui sont plutôt encourageantes sur le fait de les mettre avec une clairance un peu plus faible. Et puis bien sûr, là, dans les conditions de remboursement actuelles, on sera avec un sulfamide hypoglycémiant ou en cas d'intolérance pour le mettre en bithérapie. Et la prescription initiale est faite par le diabétologue. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas d'inefficacité ou de dégradation de l'équilibre glycémique sous une bithérapie ? Soit le médicament qu'on a mis ne marche pas du tout sur l'hémoglobine glyquée, et là on passe à une autre bithérapie, d'accord ? On évite d'empiler les traitements qui ne marchent pas. Soit on passe à une trithérapie, toujours en gardant en tête les règles de prescription, pas d'association des inhibiteurs du DPP4 avec l'analogue du GLP-1, on n'associe pas les cousins entre eux, ça fait partie de la même famille. Pas d'inhibiteur du SGLT2 sans sulfamide hypoglycémiant, sauf contre-indication ou intolérance. Pas d'association, pour le moment, pas d'association d'inhibiteur du SGLT2 avec les incrétines. On baisse ou on arrête transitoirement ou non le sulfamide hypoglycémiant car on garde un risque d'hypoglycémie par potentialisation, on l'a dit tout à l'heure. Et toujours garder en tête le terrain du patient. On garde l'analogue du GLP-1 s'il a une maladie cardiovasculaire avérée et on garde les inhibiteurs du SGLT2 en cas de néphropathie ou d'insuffisance cardiaque. Si on introduit une insulinothérapie basale, on réévalue les antidiabétiques oraux absolument. On préfère un biosimilaire de la glargine U100, surtout vis-à-vis du coût. Les analogues lents, on les mettra selon un choix individuel, selon s'il y a ou non un risque d'hypoglycémie important. La durée d'action voulue, on peut très bien utiliser la détémir si on veut une durée d'action plutôt courte. Et ensuite, soit on peut réintroduire un traitement qu'on avait arrêté au moment de la mise sous insuline, soit on passe à un basal bolus et on préférera le basal bolus aux prémix qui sont très peu flexibles avec des risques d'hypoglycémie importants et de prise de poids. Quelques cas particuliers, chez le sujet âgé, donc au-delà de 75 ans, on fera la différence entre un sujet âgé en bon état général et un sujet âgé avec des comorbidités multiples. Bien sûr, on évite les régimes restrictifs et on prescrit une activité physique adaptée. L'objectif principal, ça va être d'éviter les hypoglycémies. Chez un sujet âgé en bonne santé, on va avoir un objectif d'hémoglobine glyquée assez proche de celui de la population générale, à 7%. Chez un sujet âgé dit fragile, on va avoir un objectif d'hémoglobine glyquée en dessous de 8,5%, mais au-dessus de 7,5%. Donc c'est là où on évite les hypoglycémies. Et chez le sujet âgé dit dépendant ou altéré, on va avoir une hémoglobine glyquée cible en dessous de 9%. Donc ça veut dire une glycémie entre 1 et 2 grammes. On évite l'hyperglycémie et la déshydratation, on évite l'hypoglycémie. Toujours metformine en première intention en l'absence de contre-indication, bien sûr, et ensuite on essaiera d'associer à un inhibiteur de DPP4 qui est aussi le meilleur compromis sur tous les facteurs. Pour ce qui est des sulfamides hypoglycémiants et des glyniques, bien sûr, il y a un gros risque d'hypoglycémie, donc à manier avec
grande précaution et on préférera une insulinothérapie basale en 3e intention. Chez le sujet âgé avec une insuffisance rénale, l'objectif en cas d'insuffisance rénale modérée va être une hémoglobine glyquée en dessous de 7%. En cas d'insuffisance rénale chronique sévère ou terminale, on va être à 8% et entre 7 et 8% si on associe au traitement des sulfamides ou des glinides. On maintient ou on introduit la metformine si la fonction rénale le permet, donc au-delà de 30 ml minute. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pardon. Et est-ce qu'on aurait les inhibiteurs du SGLT2 éventuellement en effet protecteur? Pour le moment, il n'y a pas d'études sur les sujets âgés. Donc, on n'introduit pas. Et on n'introduit pas non plus avec une clairance en dessous de 60 ml par minute. Je vous ai mis le tableau, alors on ne voit pas très bien, mais je vous ai mis le tableau qui résume les indications de réduction de dose, d'absence d'initiation et d'arrêt pour tous les médicaments qui existent. Alors, sachant que dans ce tableau, il y a toutes les glyphosines, hein, nous on aura uniquement la dapagliflozine. En cas d'insuffisance cardiaque, toujours la metformine en première intention, sauf s'il y a une cardiopathie qui est instable ou que le patient est hospitalisé, donc dans des cas aigus. On préférera les inhibiteurs du SGLT2, bien sûr dans les conditions de prescription et de remboursement, hein, avec les sulfamides ou ambithérapie en cas de contre-indication. Ensuite, les analogues du GLP-1, on aura un bénéfice assez modéré sur l'insuffisance cardiaque et on le garde si la FEVG est au-delà de 40%. Et pour les inhibiteurs de DPP4, ça sera plutôt la sitagliptine à privilégier, parce qu'avec la saxagliptine, il y a une majoration du risque d'hospitalisation dans l'étude Savor-TIMI. Pour les sulfamines, toujours les risques hypoglycémiques, donc bien faire attention. En cas de maladie cardiovasculaire avérée, d'abord metformine et ensuite les analogues du GLP-1. Et en cas de projet de grossesse, l'objectif préconceptionnel sera d'une hémoglobine glyquée très stricte, inférieure à 6,5%, avec des objectifs glycémiques qui seront identiques à un diabète gestationnel, donc en dessous de 0,95 à jeun, en dessous de 1,20 en postprandial à 2 heures. On n'interrompt pas les antidiabétiques oraux non phétotoxiques avant la mise sous insuline. C'est important aussi si vous voyez une patiente sous metformine qui vous annonce qu'elle est enceinte. Il faut garder la metformine jusqu'à ce qu'on puisse l'hospitaliser et mettre de l'insuline. Parce que si on arrête la metformine, les glycémies vont augmenter fortement et derrière, gros risque de fausse couche. Donc il faut bien sûr l'hospitaliser le plus rapidement possible, mais voilà, garder des médicaments qui sont considérés comme non phétotoxiques. La metformine est prescrite aux États-Unis dans le diabète gestationnel. Et bien sûr un schéma insulinique de type basal bolus en première intention. Donc en conclusion, sur les dernières années, on a eu quand même pas mal de découvertes, plus récemment d'une nouvelle classe thérapeutique médicamenteuse dans le traitement du diabète de type 2, donc les inhibiteurs du SGLT2, la dapagliflozine ici, et on a découvert des effets protecteurs majeurs des deux classes médicamenteuses que sont les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2, sur le plan de la prévention cardiovasculaire, primaire et surtout secondaire pour les analogues du GLP-1, de l'insuffisance cardiaque et des événements rénaux. Donc tout ça, ça va nous conduire à proposer des alternatives thérapeutiques à nos patients, à réévaluer les schémas thérapeutiques. On n'est plus du tout dans la course à l'hémoglobine glyquée et l'empilement thérapeutique, à personnaliser le plus possible le schéma thérapeutique aux patients et à ses comorbidités, à ne pas chercher qu'à améliorer l'hémoglobine glyquée, donc on va vraiment voir le patient dans sa globalité avec toutes ses comorbidités, et à se rapprocher le plus possible d'une médecine préventive, en prévention primaire et secondaire bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah voilà, super. Non, c'était bon, mais il ne voulait pas. Bon bref. Merci à tous d'être là en cette soirée qui commence à être tardive. Je vais vous parler du pied diabétique pour la énième fois pour ceux qui m'ont déjà entendu parler. On m'a déjà demandé si j'étais fétichiste des pieds. Je vais pas osé répondre, hein, mais en tout cas sampler c'est toujours mieux. J'ai un peu étoffé mon diaporama à partir des données d'un travail fait par une étudiante calédonienne il n'y a pas très longtemps,
sur l'évaluation du programme de prévention des plaies en podologie avec l'aide du très bon docteur Megrawa ici présent. Et puis j'ai pris quelques chiffres aussi fournis par le DIM du CHT, parce que pour l'instant c'est les seuls chiffres que j'avais à ma disposition, pas encore de chiffres dans notre activité propre. Donc voilà, je vais vous donner quelques chiffres pendant la présentation, ce sera issu de tout ça. Le diabète en Calédonie, globalement, vous savez qu'on est en 2019 270 000 habitants. On a à peu près 15 000 personnes diabétiques connues et suivies à la CAFAT et à l'aide médicale sud. La question qu'on peut se poser, c'est que ça fait une prévalence de presque 6% de personnes diabétiques. Et pourtant, dans l'étude CALDIA, en 93, on était plutôt autour de 10% de la population. Donc, où sont passés les 4% restants, sachant en plus qu'au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de patients qui sont connus et suivis. Bon, mystère et boule de gomme, on verra bien. Et pour ce qui est des plaies de pieds diabétiques, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Et ben déjà parce que dans l'histoire des diabétiques, il y a entre 15 et 20% des diabétiques, tous confondus, qui vont faire au moins une plaie dans leur vie. Alors qu'est-ce qu'une plaie de pied diabétique ? Le groupe international de travail sur le pied diabétique, quand même la référence dans le domaine, nous dit que c'est une infection, une ulcération, une destruction des tissus profonds du pied associée à une neuropathie et ou une artériopathie périphérique des membres inférieurs chez un patient diabétique. Bon, pas plus complet dans la définition. Quelques réflexions que j'ai trouvées intéressantes dans le travail de Olivia sur son mémoire en réflexion sur la santé, je ne sais plus ce qu'elle fait exactement, mais bon, étude de la santé en général. Donc, dans son mémoire, il y avait ces petites phrases qui nous disent que tant qu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de maladie. Globalement, c'est vrai, vous devez le voir tout le temps avec vos patients diabétiques, quand ils sont pas, vu qu'ils ne sont pas symptomatiques, la plupart du temps, ils ne se considèrent pas comme malades. Autre chose, le pied, c'est pas un organe noble. On peut dire ce qu'on veut, c'est au bout de nos jambes, on s'y intéresse quasiment jamais. Contrairement au cerveau, contrairement au cœur. Donc finalement, c'est pour ça aussi que les patients, mais les soignants aussi, s'y intéressent pas trop. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de danger. Et puis, on peut se poser quand même la question de la formation des soignants en général. Super, vous êtes là, vous allez sortir grandi par notre topo, on l'espère, mais ça fait partie quand même des réflexions à avoir pour améliorer la prise en charge globale de ces patients sur ces complications. Et la dernière chose, j'ai carrément pris sa phrase, 5 à 10% des personnes diabétiques seront un jour amputées. Dans une patientèle type d'un médecin généraliste installé, il y a une vingtaine de diabétiques. Donc ça fait entre 1 et 2 patients, et en plus une complication qui va arriver 10 à 20 ans plus tard, après la découverte du diabète. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au quotidien, et ça fait aussi partie des éléments qui font que finalement ce pied diabétique, on a encore beaucoup de progrès à faire. Pourtant, c'est une complication grave et c'est une complication qui coûte cher. Les études, elles retrouvent quand même en France métropolitaine que le coût d'une plaie, une plaie simple, sans chirurgie, c'est entre 1 000 et 20 000 euros. Le coût de la plaie jusqu'à cicatrisation. Une amputation, c'est 30 000 euros minimum. Déjà, on réfléchit. Et puis, il ne faut pas oublier le coût annexe pour la société. C'est des patients qui vont être en arrêt de travail, c'est des patients qui vont perdre la fonction, leur motricité, c'est des patients qui vont arrêter de travailler et donc qui vont nous coûter plus cher, qui vont rapporter à la société. Donc c'est quand même un paramètre important à prendre en compte. Et puis, même sur la qualité de vie du patient, c'est un patient qui va perdre son autonomie, il va avoir un temps de cicatrisation extrêmement lent, sans parler des fois où la plaie va récidiver une fois que c'est cicatrisé, des réamputations, enfin c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis la dernière notion qui est importante à savoir, c'est quand même qu'un patient qui fait une plaie de pied diabétique, surtout les patients qui ont une plaie ischémique, à 5 ans, ils ont la même mortalité qu'un patient qui a fait un infarctus du myocarde. Il y a 40% de survie à 5 ans. Ça donne froid dans le dos un peu. Alors, la physiopathologie de la plaie de pied diabétique, un peu l'histoire d'une catastrophe annoncée, diabète déséquilibré pendant un certain nombre d'années, la neuropathie que vous connaissez déjà, l'artériopathie. La neuropathie, ça va donner des troubles trophiques du pied, des microtraumatismes, qui eux-mêmes vont conduire à l'ulcération du pied. L'artériopathie en elle-même va aussi conduire, peut conduire en tout cas à des ulcérations du pied. Ah mais vous voyez pas ma petite flèche ?
des ulcérations du pied, voilà. Et donc cette ulcération, c'est la porte d'entrée infectieuse. Et qui dit porte d'entrée infectieuse dit première cause d'amputation traumatique, non traumatique, pardon, du membre inférieur. C'est bien, je vous ai bien assommé. Alors maintenant, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on évalue ces patients. La gradation du risque de plaie. Je ne sais pas si vous y êtes tous familiers. Dans le travail d'Olivia, globalement, les médecins généralistes qui étaient interrogés trouvaient quand même que finalement ce score de gradation, c'était pas si évident. Et je peux comprendre, hein, même moi je suis pas capable de scorer un Schatzbach par exemple. Donc quand on est en médecine générale et qu'on a des scores dans tous les sens, c'est pas toujours évident. Mais bon, j'essaie quand même de vous le dire. Globalement, le grade 0, c'est quand il n'y a pas de neuropathie, il n'y a pas de plus de risque en tout cas de faire une plaie que la population générale. Et à partir du moment où il y a une artériopathie, une neuropathie, pardon, excusez-moi, on va les grader 1 avec un test monofilament pathologique. Là, on multiplie par 5 à 10 le risque de faire une plaie. On y ajoute l'artériopathie grade 2, on multiplie par plus de 10, et puis quand les patients ont déjà eu une plaie, alors là, c'est Byzance, le risque de plaie est extrêmement élevé. La neuropathie, pour faire un petit focus sur cette complication, d'abord elle est ascendante. C'est vrai qu'on peut avoir des neuropathies avec une paralysie du 6, une paralysie isolée de certains nerfs dans le corps, mais globalement, c'est une paralysie, c'est une neuropathie ascendante, ça démarre sur les orteils, ça remonte en bilatéral. Il y a 3 branches d'atteinte de la neuropathie. D'abord, c'est la neuropathie sensitive. Alors, cette neuropathie, c'est la plus simple entre guillemets à comprendre, celle qu'on explique plus facilement aux patients, et ben, c'est l'absence de sensibilité à la douleur. Les patients ils vont se blesser avec un caillou dans la chaussure, vous mettez le pied dans la chaussure, vous n'avez pas de neuropathie, vous sortez le caillou parce que c'est pas très agréable. Eux, ils vont pas le sentir, puis ils vont marcher toute la journée là-dessus, ils vont se faire leur plaie. Après, il y a toute la neuropathie qui va concerner les fibres motrices. Ces fibres motrices, elles sont importantes pour la proprioception et puis pour la statique du pied. Donc globalement, un pied neuropathe avec une atteinte des fibres motrices, c'est un pied qui va commencer à se déformer. Vous voyez les pieds avec les orteils en griffe. C'est entre autres, là vous voyez bien les orteils en griffe, hein, c'est l'atteinte de la part motrice des nerfs périphériques. Et puis la dernière chose, c'est la neuropathie dite végétative. Là, on va plutôt être sur la fragilité cutanée, sur la sécheresse cutanée. La plante des pieds, vous avez tous remarqué, hein, c'est épais, c'est de la kératose, mais c'est de la kératose plutôt souple, parce que finalement la plante des pieds, c'est extrêmement riche en glandes sudoripares. Donc c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes ont la malchance de ne pas pouvoir retirer leurs chaussures en public, mais elles sont importantes ces glandes sudoripares parce qu'elles permettent d'avoir une peau souple et non traumatisante. Et bien chez les patients diabétiques, les glandes sudoripares elles vont plus bien fonctionner et on va commencer à avoir une peau extrêmement sèche qui va commencer à craqueler et puis être extrêmement fragile. Bon, ça c'est parce que vous allez récupérer le diaporama, c'est pour avoir des petites notions. Alors le dépistage de la neuropathie. On parlait tout à l'heure de la gradation. On commence par le grade 1 et puis la neuropathie, elle se dépiste par le test au monofilament. Vous avez tous entendu parler de ça pendant vos longues études de médecine, mais 60% des médecins généralistes n'ont pas ce dispositif à disposition. C'est pas du tout une critique. C'est juste un fait. Forcément, quand on n'a pas le matériel, c'est plus difficile de faire l'examen. En plus, aujourd'hui, les laboratoires n'ont plus le droit de nous les donner, donc il faut aller les acheter. Je ne sais pas qui les vend en Calédonie. Moi, j'ai mon vieux monofilament que je devrais jeter d'ailleurs, parce qu'on est censé jeter le monofilament au bout de 100 tests ou 500 tests, je ne sais plus. Enfin bon. Donc vous voyez, c'est un super test, mais finalement, le plus difficile, c'est d'avoir le monofilament. Et puis après, c'est un test qui est long. Pas le test en lui-même, mais déchausser le patient pour peu qu'il soit obèse, qu'il a mis des chaussures à lacets, enfin bon. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais ça reste un test extrêmement riche pour grader nos patients. Et comment est-ce qu'on le fait ? Eh ben, il y a 3 points de pression, le gros orteil, la tête du premier métatarsien, la tête du 5e métatarsien. On fait 3 tests sur chaque point
aléatoires, hein, et de chaque côté. Et quand il y a plus de 3 erreurs, eh ben, il y a une neuropathie. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne la neuropathie végétative des hyperkératoses avec l'hyperpression. L'hyperkératose, ça commence à creuser en dessous, c'est le lit du mal perforant plantaire, et puis quand on creuse trop, eh ben, on arrive à l'articulation et à l'os, et puis bah, c'est le début de la fin des haricots, quoi. Il marche pas. Voilà. Ça, c'est de la vie réelle. Patiente juste neuropathique. 38 ans, diabète de type 1, un hallux valgus qui malheureusement n'a pas forcément été bien suivi, en tout cas c'est pas bien suivi, mais en tout cas c'était pas n'a pas suffisamment alarmé son médecin traitant pour adapter le chaussage, pour revoir que finalement la déformation c'était dangereux, et puis bah voilà, le mal perforant. On avait un contact osseux, heureusement, c'était stérile. Elle s'en est sortie sans antibiothérapie trop longue, cette patiente, mais voilà, c'est quand même assez jeune, hein, 38 ans, pour faire un mal perforant plantaire. Puis vous voyez, hein, c'est complètement déformé quand même le pied. La plaie, tout à l'heure on disait que c'était l'association de plusieurs choses, mais finalement les patients juste avec une neuropathie peuvent se faire une plaie, c'est ce que je vous écrivais ici. Et donc même avec simplement la neuropathie, on peut aboutir à une amputation. Et ça, c'est un autre patient diabétique de type 1 qui s'est un petit peu négligé. Lui, il s'est fait s'appeler simplement par un hyperfrottement dans sa chaussure de sécurité. Il a laissé ça mariner pendant plusieurs jours, et puis bah, on a coupé. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. L'artériopathie. Sympa, hein. Ça, c'est du vécu, hein. Bon, l'artériopathie, globalement, le patient qui fait sa nécrose d'orteil, et puis bah, là, le patient adressé par une collègue podologue qui me dit il y a des asticots. Au début, je me suis dit bon, il y a un ou deux asticots. Bah, quand j'ai ouvert le pansement, il y en avait partout, ça grouillait. L'histoire, c'est que c'est un patient qui portait une chaussure un petit peu trop serrée parce qu'il trouvait que c'était plus joli. Et bah, il s'est fait un hématome sous-ingual. On a retiré l'ongle. La nécrose a continué. 4 jours. 4 jours de pansement après le retrait de l'ongle, et puis bah, c'était grouillonnant d'asticot. Bon, après c'est sûr que le pansement il a traîné un peu dans l'eau, mais quand même 4 jours c'est rapide, hein. Donc faut y être attentif. Bon, la physiopathologie de l'athérosclérose, on ne peut pas y revenir. Globalement, on bouche les artères avec le diabète, et une plaie, ça a besoin d'oxygène pour cicatriser. Quand on est artériopathe, eh ben, on n'arrive pas à cicatriser correctement. Et puis, c'est des lésions plutôt distales. Ça tombe bien, c'est au même endroit que l'atteinte des nerfs. La clinique, en consultation de tous les jours, chez le patient diabétique, ce qu'il faut rechercher, finalement, c'est les signes d'AOMI. Et puis si vous avez la possibilité de lui faire son test monofilament annuel, il ne faut pas hésiter, puisqu'ils sont sous votre nez, à lui palper les poux pour vérifier si ou non on a un pouls, parce que s'il n'y en a pas, à ce moment-là, on va plus loin immédiatement. Et puis le pied artériopathe, c'est un pied qui va être froid, c'est un pied qui va pas avoir beaucoup de poils, et puis après bien sûr si vous avez des zones ulcéreuses nécrotiques, bon bah ça fait quand même très artériopathe tout ça. Le dépistage de l'artériopathie, c'est le Doppler. C'est le Doppler, c'est dans le PSI de tous les patients, c'est même presque plus important que le diabétologue, entre guillemets, parce que nous on n'est pas dans le PSI. Enfin, on n'est pas dans le PSI de tous les diabétiques, on est seulement dans le PSI de ceux qui en ont besoin. Donc le Doppler artériel à faire tous les 3 à 5 ans si c'est normal. Et dans le travail d'Olivia, finalement, les médecins, c'est toujours les médecins interrogés, c'est pas tout le monde, mais il y avait moins de 10% des médecins qui y pensaient de manière systématique chez les patients diabétiques. Donc on peut faire un petit peu de progrès. Quand il y a une plaie, théoriquement, la première chose que le médecin qui va s'occuper de la plaie doit faire, c'est, au-delà de savoir à quel stade d'infection la plaie est, savoir si oui ou non il y a suffisamment d'oxygène qui arrive au niveau de la plaie. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle l'index de pression systolique. Donc il faut avoir un mini Doppler et puis prendre la pression artérielle systolique au niveau de la cheville et au niveau du bras. On fait un index et globalement, on stadifie les patients en artériopathe, tout va bien, et puis en médiacalcose, donc des artères qui sont rigidifiées par le calcium. Je vous rassure, nous aussi, on peut faire un mea culpa, hein. Aucun des diabétologues présents sur le territoire n'a de Doppler, donc
On peut essayer de faire mieux, mais en tout cas, dès qu'on a un doute, on l'envoie quand même au vasculaire, enfin au médecin vasculaire pour qu'il nous réponde. Mais ça prend un peu plus de temps. Une fois que le patient est hospitalisé pour sa plaie, on va quand même faire notre bilan vasculaire. Pourquoi ? Parce que ça va un peu guider quand même le geste chirurgical. Si on coupe là où il n'y a plus de sang, ça ne va pas cicatriser. Donc les différents moyens, vous les connaissez déjà, c'est l'échodoppler, c'est l'imagerie en coupe, donc le scanner, l'angio-IRM, et puis quand on a un super médecin vasculaire ou un super chirurgien vasculaire, il nous fait une artériographie dans laquelle de temps en temps il nous fait un geste endovasculaire immédiat. Et ça nous sauve quand même pas mal de choses. Bon, ça je vais passer. Il veut pas. Mais il veut vraiment pas. Hein. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à l'artériographie ? Encore du vécu. Un patient qui est rentré fin 2019 à la clinique. Vous voyez tout de suite, hein, c'est très artéritique, hein, ses jambes, c'était froid bien sûr, c'est complètement dépilé, je vous rassure aussi, il y a de la neuropathie, mais pas tant que ça, parce que c'est pas des orteils en griffe, c'est vraiment une peau extrêmement fine, enfin je sais pas si vous arrivez à percevoir ça. Et puis il s'est fait une toute petite plaie sur le bord latéral de son pied, qui a été parée par le chirurgien en bloc opératoire. Vous voyez qu'il est bien vasculaire, il a déjà un ulcère sur l'orteil du pied droit, le même pied que là où il y a la plaie. Allez, vous passez. Et ça n'a pas très bien évolué. Pourquoi ? Parce que finalement c'était un patient non revascularisable. Le chirurgien a tenté quand même de faire quelque chose. Donc on a fait d'abord une amputation 5e et 4e orteil, un peu plus large au niveau de sa plaie. Il est sorti, on l'a revu en consultation pied diabétique. 3e orteil qui nous a quittés. Donc il repasse au bloc opératoire, en chirurgie. Là on enlève tous les orteils, on garde le gros orteil. Et puis bien sûr ça n'a pas bien évolué. Tout ça, ça a duré 3 mois avant qu'on obtienne l'amputation transmétatarsienne. Et clairement on aurait pu faire mieux si de principe on était parti sur l'amputation transméta dès le début, parce qu'on savait qu'il n'était pas revascularisable. On a tous des progrès à faire. Le dernier mousquetaire, c'est l'infection. Bon, l'orteil infecté, la fascite nécrosante, les petites bulles sympathiques, et puis là, vous voyez pas très bien, mais c'était un énorme abcès du pied. Ça a fini en transe tibiale. Les plaies 40 à 80% des plaies de pied diabétiques vont s'infecter. Pourquoi ? Comme d'habitude, à cause de l'hypoxie, à cause du déficit immunitaire local, à cause du déséquilibre de diabète qui va favoriser les infections. Par contre, une plaie infectée, c'est entre 25 et 50% de risque d'amputation. Alors, pareil, on aime bien classifier, donc on classifie et on stadifie plutôt le risque infectieux. Et là, je vous laisse faire une certaine dichotomie entre la prise en charge ambulatoire et la prise en charge en hospitalisation. Soit il n'y a pas d'infection, bien sûr on ne va pas l'hospitaliser, on peut se débrouiller autrement, la décharge, les soins de podologie, les soins de pansement, enfin tout ce qu'il faut. Soit l'infection est vraiment très limitée, c'est-à-dire que c'est une infection qui fait moins de 2 cm autour de la plaie. C'est quelque chose de léger, et puis surtout pas profond. On ne va pas atteindre les tendons, on ne va pas atteindre les os. Là, oui, on peut mettre une antibiothérapie probabiliste, parce que probablement c'est un érysipèle tout bête, et puis il faut viser soit le strepto, soit le staph, et donc c'est de l'ambulatoire. Attention, il faut explorer les plaies, parce qu'entre ça et ça, il n'y a pas grand chose. Des fois il y a de la fibrine en fond de plaie, et puis quand on va derrière la fibrine, on touche l'os, on touche le tendon. Et là, c'est plus du tout pareil. Là, c'est hospitalier, c'est prélèvement. Et c'est une fois qu'on a fait les prélèvements qu'on peut mettre, si on est très inquiet, une antibiothérapie probabiliste, mais surtout on va adapter l'antibiothérapie au prélèvement. Et puis bien sûr, quand ça va pas, qu'il y a de la fièvre, une hypotension, un sepsis, ça tout le monde va envoyer le patient aux urgences. Le contact osseux, faut bien y penser. Alors le stylet, c'est compliqué de l'avoir, même nous on l'a pas, du coup on explore avec des cathlons. Alors c'est cher les cathlons, mais ça marche quand même super bien pour explorer une plaie, puis c'est surtout propre, c'est plus propre que d'autres choses. Ça, je vous l'ai mis parce que c'est un intertrigo. C'est pas profond là, mais vous voyez quand même que c'est
c'est assez étendu, avec une érosion assez importante de la peau. Et ce patient, on lui a pas mis d'antibiotiques, hein. On a équilibré son diabète parce qu'il était à 11%, c'est sûr, mais on a surtout lavé à l'eau au savon, séché, et puis mis de l'éconazole poudre. Et en quelques semaines, avec un petit peu de décharge quand même, ça s'est amélioré. Donc je vous parlais des prélèvements. Les prélèvements, on oublie pour toujours les couvillons. C'est superficiel, c'est multimicrobien, on ne sait pas quoi en faire. Le bactériologiste, il s'en sort pas, il nous sort 10 antibiogrammes, puis de toute façon, on ne les regarde pas, parce qu'on sait que c'est les couvillons. Donc, on ne fait pas. Après, on va dire que le gold standard, c'est de demander au chirurgien de faire ça au bloc opératoire. Par contre, si on n'a pas de chirurgien, ou si vous sentez un petit peu... si on est éloigné, ou si vous avez le matériel, ou si vous savez le faire, on peut s'orienter avec déjà un prélèvement au cathlon. Ça nous arrive sur des abcès de faire un premier prélèvement au cathlon. On va chercher au fond de la plaie du pus, et puis qu'on envoie de manière stérile au laboratoire. Enfin, le cathlon, on le met dans un pot stérile, et puis il nous donne des premiers résultats. Il y a certaines équipes, notamment à Paris, qui font des biopsies transcutanées au trocar de l'os. Bon, ils sont un peu sioux, moi je vais pas le faire, mais ça existe. Mais cette diapo, c'est vraiment pour insister sur le fait qu'avant de mettre une antibiothérapie chez un patient qui a une plaie profonde, c'est le prélèvement le plus, codifié possible et le plus profond possible. Qu'est-ce que je voulais dire là? La radiographie, ah oui, dans l'exploration de la plaie, si c'est une plaie relativement récente, on peut avoir, vous vous rappelez, il y a un retard sur les signes radiologiques. Donc un simple contact osseux, ça vous signe cliniquement l'ostéite. Il peut ne pas y avoir d'atteinte osseuse à la radiologie et pourtant avoir une véritable ostéite. Et donc c'est pour ça qu'on va jusqu'aux biopsies chirurgicales de l'os quand on a un contact osseux. Alors l'antibiothérapie, je vous ai remis mes petites lignes là pour dire qui fait quoi. Quand il n'y a pas d'infection, pas d'antibiothérapie. Et puis le stade 2 de tout à l'heure, c'est quand il y a une infection qui est dite superficielle. Et bien là, vous retrouvez les antibiotiques qu'on peut connaître pour traiter un érésipèle et la peau. Alors on ne met pas trop la je sais plus quoi, M, B, je sais plus G, bon peu importe. En tout cas, on met beaucoup d'amox, beaucoup d'augmentin ou beaucoup de dalacine. Avec ces 3 antibiotiques, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Et bien sûr, si au bout de 10 à 15 jours, ça s'améliore pas, ou au contraire la plaie, elle continue de se creuser, c'est qu'on s'est trompé et il faut changer sa méthodologie. Par contre, voilà, dès qu'on passe à la plaie profonde, certes, on a là des propositions d'antibiothérapie probabilistes, mais qu'on va mettre en place seulement après le prélèvement. Et puis bien sûr, là je vous reparle de l'ostéomyélite avec le prélèvement au bloc opératoire, et puis la bactériémie associée, c'est le patient qui frissonne, et donc les hémocultures, avant de mettre Tazoginta et autres à fond la caisse pour passer le sepsis. Oui, cette notion-là, c'est quand il y a une antibiothérapie qui est démarrée, notamment sur ces plaies, on va dire intermédiaires, où il n'y a pas de risque vital immédiat, on est un peu embêté pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est pas efficace, et que des fois ça traîne un petit peu trop et que ça aggrave la plaie. Et la deuxième raison, c'est parce que pour faire nos prélèvements au bloc opératoire, on est obligé de faire une fenêtre d'antibiothérapie. Ça, c'est 7 à 10 jours de fenêtre. Donc ça veut dire que le patient, quelque part, si on est un tout petit peu inquiet, on va le garder en hospitalisation pour le surveiller. Et ça rend tout de suite les choses beaucoup trop chères pour finalement une antibiothérapie démarrer un peu trop rapidement. Les urgences chirurgicales, elles sont très simples. La fascite nécrosante, l'abcès collecté et la nécrose humide. En dehors de ça, on a tout le temps de prendre en charge les patients. Il faut penser à ces urgences chirurgicales si vous avez une CRP entre 200 et 400. S'il y a une CRP à 50, pas d'urgence, on va s'en sortir. Quand on les reçoit et qu'ils sont en sepsis, qu'il y a un abcès collecté, qu'on est très inquiet, on essaye au maximum d'attendre le bloc opératoire, mais si le chirurgien est très très occupé, on démarre de temps en temps l'antibiothérapie juste après les hémocs. Mais encore une fois, il faut absolument faire un prélèvement, j'insiste, avant de démarrer une antibiothérapie. L'ostéite,
Si vous avez un patient qui vient avec une plaie et qui a une ostéite, s'il a juste son ostéite, qu'il n'est pas en train de frissonner, c'est pareil. On ne démarre pas les antibiotiques, on l'adresse à une équipe qui a tout le support matériel pour faire le prélèvement et mettre l'antibiothérapie adaptée. Je vais aller très rapidement sur cette classification. C'était simplement pour vous montrer que finalement on est capable de se dire quand s'il y a, en fonction de la profondeur de la plaie, de la présence ou de l'absence de l'infection ou de l'ischémie, on sait à peu près évaluer le risque d'amputation. En Calédonie, là je fais une petite parenthèse par rapport aux chiffres. Ça c'est le nombre d'hospitalisations. À gauche vous avez le nombre d'hospitalisations pour plaie de pied diabétique. En 2019 on est à 84. Donc ça fait 1,5, un petit peu moins que 1,5 par semaine. Et puis à droite c'est le nombre d'hospitalisations depuis 2010, mais on va s'intéresser à 2019, des patients diabétiques qui ont subi une amputation. Donc c'est pareil, on est à 60 je crois, 58. Donc là pareil, un tout petit peu plus que 1,5, donc on est entre 2 et 3 patients par semaine. C'est quand même pas juste sur le CHT, hein. Je vous parle pas sur tous les autres centres hospitaliers du territoire. Donc c'est quand même pas anodin. Les durées moyennes de séjour, les personnes de la CAFAD présentes dans la salle vont s'inquiéter. Pour une plaie de pied diabétique prise en charge en médecine, sans amputation, on est à 15 jours. C'est 150 000 francs en diabétologie globalement par jour, au CHT par jour, enfin le prix journalier. Donc 150 000 fois 15, je vous laisse faire le calcul. Pour une petite plaie, c'est dommage. Et quand on passe à l'amputation, on passe à 30 jours. Donc c'est quand même quelque chose qui va coûter très très cher, mais on peut s'améliorer. Comment est-ce qu'ils amputent au CHT? Quand il faut amputer, bien sûr. La plupart du temps, dans 2 tiers des cas, c'est des amputations mineures, donc avant la cheville. Et puis, dans 1 tiers des cas, c'est après la cheville, donc transtibiale ou transfémorale. C'est quand même pas des amputations anodines. Il y a une véritable modification du mode de vie et du regard de soi pour les patients qui sont amputés avec des amputations majeures. Quand on garde un bout de pied sur lequel on peut marcher, c'est vraiment différent. La fonction marche et puis la vie sociale, elle est quand même plus simple. Et puis, il y a quand même presque 20% des cas où on est obligé d'y retourner. Alors soit pour la même histoire que celle que je vous ai dite tout à l'heure, l'histoire de l'artériopathie, pas bien évaluée, mais ça peut aussi être une infection mal traitée et puis tout plein d'autres causes. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Encore l'IWGDF, le groupe de travail sur le pied diabétique, en travaillant ensemble, on arrive à réduire entre 50 et 85% des amputations. C'est quand même miraculeux. Ils font travailler tout le monde, hein. Il y a le service receveur du pied diabétique coordonné la plupart du temps par les diabétologues, mais ces diabétologues, ils doivent travailler d'abord avec les podologues, avec les médecins rééducateurs, avec les podo-orthésistes pour tout ce qui va être locomoteur, avec toute l'équipe de prise en charge de l'artériopathie pour la revascularisation, puis bien sûr pour les infections qui sont quand même assez compliquées et nécessitant une antibiothérapie très longue, avec les infectiologues, c'est quand même les plus doués là-dedans. Alors ce qu'on souhaitait vous proposer, nous, comme filière de prise en charge, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on peut encore y travailler, mais en tout cas c'est notre première réflexion. Quand vous avez un patient qui a une plaie de pied diabétique, la première chose à savoir, c'est est-ce que c'est infecté ou pas. Si c'est pas infecté, on a le temps. Soit on continue à le prendre en charge avec le podologue, avec le médecin généraliste, si tout évolue correctement, ma foi, pourquoi pas. Soit vous pouvez nous passer un coup de fil. Nous, on a une consultation pied diabétique avec le diabétologue, la podo-orthésiste et puis le podologue pour finalement améliorer la prise en charge globale de ce patient, faire le point sur le diabète, faire le point sur les artères, faire le point sur plusieurs choses. Par contre, si le pied est chaud, soit vous avez des signes systémiques, vous pouvez nous passer un coup de fil, mais vous l'envoyez
aux urgences. Bon, les mini-NM parce que c'est là qu'on travaille, mais après si vous voulez l'envoyer ailleurs, libre à vous. Et puis, s'il n'y a pas de signe systémique, on a un numéro de téléphone, très facile à retenir, le 721 721, je fais de la pub. Et ça, c'est le numéro de téléphone d'astreinte du médecin. On est trois endocrinos dans le cabinet, et toutes les semaines, il y a un endocrinologue qui travaille temps plein ou quasi temps plein sur la clinique, et donc c'est le numéro d'astreinte sur lequel vous pouvez le joindre. Et là, il peut vous aider finalement à savoir s'il faut l'envoyer aux urgences, l'hospitaliser relativement rapidement dans notre, on va appeler ça unité pied de diabétique qui n'est pas encore bien formalisée, mais en tout cas c'est souvent la chirurgie vasculaire ou le service de diabéto, et là on s'occupe de tout ça, ou alors simplement pour une plaie qui nous paraît un petit peu moins inquiétante, le voir en consultation rapidement. Théoriquement, ce qui est recommandé sur une plaie, c'est de demander un avis spécialisé dans les 48 heures. Et on est surtout censé vous répondre dans les 48 heures. Après, quand on a tous bien travaillé, on est dans la phase de cicatrisation, et puis, quand ça se passe bien, on va surtout surveiller le risque de récidive, et puis on va vous le renvoyer. Ça, je vais passer. La phase de cicatrisation, une fois que le patient il a été opéré, qu'on a régulé, on a jugulé l'infection, qu'on a revascularisé, et ben c'est le moment où finalement le travail du podologue et le travail des infirmiers et le travail de l'équipe pluridisciplinaire va être le plus important en chronique pour éviter justement des cicatrisations trop longues. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Cette patiente, alors j'ai pas très bien compris pourquoi, mais après quasi 8 semaines de son amputation, elle avait cette espèce de croûte hyperkératosique, nécrotique, bizarroïde. Quand on appuyait dessus, il y avait du pus qui sortait. Et ben ça, c'est un facteur favorisant le retard de cicatrisation. Il faut retirer tout ça. L'hyperkératose, qui est une cicatrisation pathologique du pied diabétique, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, typiquement ça peut donner ce genre de choses. Mais ça, c'est pas parce que vous avez l'impression que c'est fermé qu'en dessous il n'y a rien. Donc on a détergé, et puis bon, il y avait plus grand chose en dessous, mais il y a quand même toujours une petite plaie, certes superficielle, mais si on avait laissé ça, ça aurait pu très bien être le lit d'une nouvelle infection avec un érysipèle et j'en passe. Donc première chose, dans la phase de cicatrisation, il faut jamais oublier la détertion. Bien sûr mécanique, et puis après vous avez tout plein de pansements qui, quand ils sont bien choisis, peuvent aider aussi à la détertion. Et puis en phase immédiate après la chirurgie, on travaille beaucoup avec la thérapie par pression négative pour accélérer la cicatrisation. Pourquoi ? D'abord parce que c'est extrêmement puissant dans la détertion. Ça permet de stimuler par l'aspiration les cellules épidermiques du fond de plaie qui vont remonter beaucoup plus vite que sans la TPN. Ça permet d'éviter la stase bactérienne et donc le risque de réinfection. Et puis ça stimule la vascularisation. Donc c'est vrai que ça nous arrive souvent de travailler avec ça à la clinique. Malheureusement, pour l'instant, on travaille sur la prise en charge en secteur hospitalier de cette technique. On n'en est pas encore à la prise en charge extra-hospitalière, mais c'est vrai que ça pourrait être extrêmement intéressant d'en profiter pour finalement réduire les durées d'hospitalisation et puis améliorer la rapidité de cicatrisation. La dernière chose, c'est la décharge. C'est essentiel. Vous pouvez mettre tous les pansements, toutes les thérapies par pression négative, enfin, tout ce que vous voulez. Si ça ne décharge pas, ça va se réouvrir. En congrès pied, j'avais entendu quelque chose de très intéressant. 20 secondes d'hyperappui sur une plaie, c'est 24 heures d'épidermisation perdue. J'ai vraiment du mal. Ce patient, bon, vous imaginez bien que c'est un chronique, artéritique, tout ce que vous voulez. Grâce à la TPN, après 2 mois et demi d'hospitalisation et malgré l'échec de revascularisation, on est arrivé à ça. On était super fiers de nous. Et ben, il est sorti, il a marché, bien sûr, sans décharge. Ben, il est revenu. Et puis c'était cet après-midi, je crois, il est passé au bloc. On a amputé. C'est dommage.
Et avant l'hôpital, et ben là on revient à des choses beaucoup plus terre à terre. La prévention, c'est l'affaire de tous. On va parler des podologues, mais finalement dans la salle, tous les soignants qui s'occupent des patients qui sont diabétiques peuvent participer à ce temps de soins. Alors, les messages, ils sont simples. D'abord, on évite de se retirer les hyperkératoses et de se couper les ongles n'importe comment, tout seul dans son coin. On se lave bien les pieds, on fait attention à ses pieds, on regarde s'il y a des plaies. S'il y a des plaies, on consulte. Les chaussures, faut pas les acheter le matin, faut plutôt les acheter en fin d'après-midi parce qu'il risque d'y avoir de l'œdème. Donc, qui dit œdème dit que s'il les a achetés pas au bon moment, il va y avoir hyperpression dans la chaussure et donc risque de plaie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, ne pas marcher pieds nus, bien sûr. Et puis la dernière chose, je vous ai parlé des glandes sudoripares. Quand la peau est sèche, il faut hydrater. Ça permet d'éviter les crevasses et les zones d'hyperkératose. Et puis la prévention secondaire, là on va plutôt avoir besoin de personnes des professionnels qui sont vraiment très orientés sur la prise en charge des patients et des pieds diabétiques. Et donc c'est les podologues surtout, bien sûr les médecins généralistes et l'ensemble des professionnels, mais particulièrement les podologues. Et en Calédonie, depuis 2006, les podologues et l'Agence sanitaire et sociale se sont engagés dans ce soin, notamment par des interventions en CMS en dehors de Nouméa. Et puis sur Nouméa, vous devez sûrement tous en avoir entendu parler, il y a possibilité de faire du soin pris en charge par l'Agence sanitaire et sociale. Malheureusement, le budget est de plus en plus restreint, comme vous le savez, ce qui fait qu'on a un nombre assez limité de consultations par podologue. On est autour de 200 consultations par podologue. Donc vous divisez par le nombre de patients, ça fait quand même pas beaucoup, mais on est en train de travailler avec les instances pour justement essayer d'améliorer cette prise en charge qui va nous permettre en prévention primaire, secondaire et tertiaire d'éviter les plaies. Les patients qui ont déjà eu une plaie, le chaussage, qu'il soit sur mesure ou le plus adapté possible, c'est la clé de l'absence de récidive. Le patient qui va utiliser des crocs, aller au champ et puis se blesser parce qu'il ne se rend pas compte, il va récidiver immédiatement. Et puis bien sûr, les soins de podo, bon j'y reviens, mais les soins de podo, ça permet d'éviter l'hyperkératose et autres. Est-ce que la prévention, quel qu'en soit le stade, c'est efficace? Finalement, depuis 2006, vous voyez, on a une augmentation du nombre de patients diabétiques pris en charge et connus. Pourtant, on a une relative stagnation du nombre de patients amputés. Donc oui, ça marche, et oui, on peut faire mieux. Et la décision est irrévocable. Ça, c'est une petite blague, c'est pour réveiller tout le monde avant les photos pas belles. Mais globalement, les orteils du diabétique en chambre 231 dans le service de chirurgie viscérale, c'est comme un Koh-Lanta. Ils sont 10 au début, et il n'en restera qu'un à la fin. Juste deux petites remarques. La première sur le monofilament. Si vous n'en avez pas, il y a eu des études qui ont été faites assez récemment sur l'effleurement des mêmes zones que le monofilament au doigt. Elles ont une très bonne valeur prédictive positive et une très bonne sensibilité. Donc, si vous n'avez pas de monofilament sous la main, n'hésitez pas à au moins effleurer avec le doigt les pieds du patient. Et deuxième remarque sur la radio, attention aux résultats des comptes rendus radiologiques. Comme l'a dit Bruno, au niveau clinique, le contact osseux fait très très bien les choses. La radio, on peut être parfois piégé par des résultats qui nous disent peut-être ostéite de tel orteil, alors qu'on ne regardait pas du tout cet orteil-là, on en regardait un autre. Et cette ostéite, ça peut être une ostéite cicatricielle, ça peut être une ostéite d'une ancienne plaie, un patient qui a une plaie, a peut-être déjà eu des plaies. Donc faire très attention et la radio va être plutôt intéressante sur le plan du suivi du patient. Si on a un doute sur une ostéite, on peut refaire une radio un peu plus tard, voir s'il y en a une qui apparaît, ou si une plaie a vraiment du mal à cicatriser, on peut vérifier s'il n'y a pas une ostéite sous-jacente. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc moi je vais vous parler du travail du podologue. Comme vous pouvez le voir, là, en bas. Sur cette première diapositive,
Le podologue intervient sur les zones de kératose qu'il peut y avoir au niveau des pieds, qui sont en fait le lit des maux perforants plantaires. Donc notre travail consiste à décaper toute cette zone de corne. Sur cette première diapositive, le patient est venu à temps. Donc après le décapage, on voit qu'il n'y a pas de plaie. C'est une bonne chose. On peut voir aussi notre intervention au niveau des ongles. Souvent les gens se coupent mal les ongles ou les laissent pousser indéfiniment sans s'en préoccuper. Sur cette deuxième diapositive, on peut voir une patiente qui fait des soins de temps en temps quand elle y pense. En fait, elle vient au cabinet pour nettoyer ses pieds par rapport à des remarques de sa famille ou de ses amis concernant les deux premiers orteils, les deuxième et le troisième orteil du pied droit. Donc là, elle est venue un petit peu trop tard et on peut voir sous le troisième orteil une plaie type mal perforant plantaire. Donc cette patiente, elle a été réorientée vers le médecin traitant et les soins infirmiers pour cicatriser la plaie. Sur cette diapositive, par contre, on peut voir des patients qui traînent au niveau des soins, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir, soit parce qu'ils oublient. Ces deux patients ont une neuropathie. Ils ne sentent pas la douleur et du coup la plaie ne leur fait pas mal. Ils viennent juste des fois par rapport à une odeur qui va ressortir. De temps en temps, c'est le médecin traitant qui les adresse. Après le décapage, on peut voir que la plaie, du moins sur les deux premières, l'orteil est un peu gros. Il y a forcément une ostéite chronique dessous. La dame vient régulièrement faire des soins, mais son orteil ne change pas. On ferme la plaie et ça recommence 2-3 mois après. Pour la patiente d'à côté, c'était un durillon qui avait été fermé l'année dernière et par manque de soins, le durillon a reprovoqué un mal perforant. Donc tout ça, ça a un coût forcément. Et puis un risque d'amputation derrière l'infection qui est latente. Pour cette diapositive, il s'agissait d'un patient hospitalisé en transmétatarsienne qui avait cicatrisé fin 2019 et sans suivi. Ce patient habite en brousse. Sans suivi, il nous a été réadressé à l'équipe pluridisciplinaire par son médecin traitant. Après le décapage et l'odeur, que vous ne pouvez pas sentir forcément, on peut voir qu'il y a un gros mal perforant plantaire. Donc il a été suivi et à la cicatrisation, on lui a proposé une chaussure sur mesure avec décharge de la zone pour éviter la récidive. Cette diapositive, en fait, c'est une patiente qui avait eu un mal perforant plantaire en 2013, cicatrisé depuis, perdu de vue. Puis cette patiente diabétique a été dialysée et lors de son dossier de demande de greffe, on a quand même pensé à lui regarder ses pieds. Et j'ai été appelée en service d'hémodialyse pour forcément nettoyer ce qu'on voyait sur la première photo. Après décapage, j'ai retrouvé un petit mal perforant plantaire et quand je l'ai sondé au cathlon, j'ai trouvé un contact osseux. Donc forcément, le médecin du service a demandé un scanner pour vérifier au niveau osseux et puis prendre les mesures qu'il fallait avant de continuer son dossier pour sa demande de greffe rénale. D'où l'importance quand même de regarder les pieds, dialysés ou pas, mais dans ce cas-là, c'était important pour cette dame. Je voulais vous parler aussi de patients qui soit n'ont pas accès aux soins, soit pensent qu'ils peuvent tout seuls
s'occuper de leurs pieds. Il s'agissait d'un monsieur de 70 ans qui avait arrêté son traitement de diabéto. Il a décidé de se couper les ongles pour les fêtes de fin d'année l'an dernier. C'est raté, forcément. Et il a été hospitalisé juste après les fêtes pour un pied qui était infecté. On voit que sur le pied droit, la blessure qu'il avait faite au niveau du deuxième orteil, finalement, elle s'est cicatrisée de manière hyperkératosique. Après la mise à plat, il n'y avait pas de plaie, tant mieux. Mais le pied gauche, le deuxième orteil, s'est infecté. Il a eu une ostéite et il a été amputé le 3 janvier de cette année. On a fait un suivi de la plaie. Il était hospitalisé au Medipol. On a fait un suivi de sa plaie. Semaine par semaine, j'ai repris des photos. On voit qu'une semaine après, la plaie d'amputation est fibrineuse. On a fait des bains de pied, enlevé manuellement la fibrine et puis mis un pansement avec une mèche d'aquacel pour décaper un petit peu plus. La semaine d'après, le 17, la plaie était bien propre, encore profonde. On a continué les mèches d'aquacel. Le monsieur est resté hospitalisé 3 semaines. Donc la dernière semaine, on peut voir le 24 janvier que la plaie est quand même bien remontée, enfin le fond de la plaie est bien remonté. Elle coule encore un peu. On a continué les mèches d'aquacel. Ce monsieur est resté hospitalisé quand même 3 semaines pour une coupe d'ongles ratée. Et j'ai fait le calcul, ça a coûté 2,5 millions pour les 3 semaines d'hospitalisation. Enfin, moi j'étais partie sur 120 000, pas 150. Peut-être que ça a augmenté. Hein. Et puis cette personne a été revue en consultation multidisciplinaire au cabinet des diabétos. Et on voit que la plaie évoluant bien, on a changé de traitement, on est passé à l'Urgostart interface. Et la plaie a bien cicatrisé par la suite. Autre cas d'un patient qui a fait sa pédicure maison aussi. C'était un patient qui était suivi par un podologue. Et puis, il a dû rater des rendez-vous. Il a décidé de se prendre en charge tout seul. Il s'est mis à plat son durian qu'il avait au niveau de la première tête méta. Il s'est blessé. Ça s'est infecté. Il s'est retrouvé hospitalisé à la clinique pour pied infecté en mai, le 21 mai. Il est passé au bloc. On a fait une biopsie qui s'est révélée être stérile. Le patient a eu des soins à la clinique pour sortir avec un suivi infirmier et une consultation de contrôle chez le diabéto. Quand il est arrivé 10 jours plus tard nous voir, le pied était chaud. On voyait toujours le tendon. Et on est même rentré avec le cathlon le long de la gaine du tendon. Du coup, il a été renvoyé à la clinique pour un avis chirurgical. Il est passé au bloc, il a eu un lavage et un prélèvement. Et ce patient est resté hospitalisé donc du 11 au 20 juin avec un traitement antibiotique adapté suite au prélèvement. Fin du mois de juin, il est sorti. On lui avait demandé une décharge de pied avec une chaussure WCS temporaire. Il a gardé le même pansement. Puis il est revenu nous voir le mois d'après avec sa décharge WCS. La plaie évoluait bien, elle bourgeonnait. Mais le patient, à l'interrogatoire, ne mettait pas sa chaussure WCS dans sa maison, il la mettait qu'à l'extérieur. Du coup, la plaie coulait énormément. On lui a redonné les conseils de bien mettre sa décharge de WCS. Et quand on l'a revu, le mois d'après, la plaie avait bien évolué. On avait juste à décaper un petit peu la kératose autour. Et on a changé de traitement, on est passé à l'Urgostart Plus, qui nous a prouvé la semaine dernière quand on l'a revu que la plaie avait bien évolué, elle est quasi cicatrisée. On a juste décapé un petit peu la corne autour de la plaie et
le patient pourra retourner voir son podologue et faire des soins réguliers. Mais toute cette histoire a duré quand même 5 mois. Donc ça aussi, ça a un coût. Autre cas clinique et dernier cas, c'est une dame qui, pareil, avait arrêté son traitement de diabéto. Elle ne sait pas comment, eu des ampoules ou des plaies, elle ne sait pas comment elle s'est fait ça. Son pied s'est infecté, elle est arrivée à la clinique avec une HbA1c à 13% quand même. Elle a été prise en charge par l'équipe de chirurgie, une mise à plat de toutes les zones, de toutes les peaux de Philiptène avec le pansement adapté. Et 3 jours après, quand on a vu pour le suivi, les plaies des orteils évoluaient bien. On était de l'Aquacel, on est passé à l'Urgostart interface. Par contre, son pied étant infecté, elle était sous antibiotiques, mais on a eu une Philiptène qui est apparue sur le bord interne de la première tête, qu'on a mis à plat pour la faire cicatriser. Et cette patiente qui avait un diabète déséquilibré est passée de la chirurgie en service de diabéto pour équilibrer son diabète. Par contre, pendant son hospitalisation, sa plaie de Philiptène s'est aggravée. On voit la nécrose qui apparaît sur le bord interne de la première tête. Donc là, on a fait en sorte de décaper cette nécrose. Et la personne avait son diabète mieux équilibré. On lui a demandé, une chaussure de décharge, la WCS, avec ce qu'on appelle, ce que Carole appelle un donut, pour décharger le bord interne du pied pour éviter que la chaussure ne frotte. La dame est sortie avec un diabète mieux équilibré et on l'a revue en consultation juste après, à sa sortie. Malheureusement, la plaie n'a pas bien évolué. On voit qu'elle est très fibrineuse. Les plaies qu'on avait au niveau des pulpes et des orteils ont bien évolué. On voit le pied avec beaucoup de peau morte. Et là, la prise en charge a été de mettre à plat toutes ces zones de kératose et de lui conseiller de faire des bains de pied avant le passage de son infirmière et d'hydrater, puisque la peau était très très sèche. Et je vais vous montrer ce que c'est que le donut. Vous le voyez sur la chaussure de décharge temporaire, qui sont confortables et qui permettent aux patients de reprendre la marche. Et quand on a des patients arthritiques, c'est vraiment intéressant qu'ils puissent marcher avec des chaussures qui acceptent les gros pansements qu'on fait. Et le suivi, ça a été que la plaie s'est bien améliorée, la fibrine a diminué et on a changé de traitement et on l'a revu la semaine dernière. On est passé à l'Urgostart Plus, il y a beaucoup moins de fibrine et le pied est tout propre et bien hydraté. Donc elle va garder son pied, elle ne sera pas amputée. Et nous, on est contents. Voilà. Bonsoir, moi je suis Carole Le Courtier, je suis orthoprothésiste. Je vais vous parler de l'appareillage orthopédique du pied diabétique. Donc il y a différents dispositifs de prise en charge. Il y a d'abord la prise en charge préventive. Donc ça va passer par les orthèses plantaires ou les semelles orthopédiques qu'on préconise de mettre dans un chaussage adapté. Donc l'idéal, c'est la basket. Alors tout le monde n'aime pas la basket, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait dans la basket, il y a une semelle de propreté qu'on enlève et à la place, on met les semelles orthopédiques. Donc ces semelles, elles permettent d'augmenter la surface d'appui, donc de répartir les pressions qui s'exercent sur la face plantaire des pieds et on peut également décharger les zones de contrainte. Comme autre dispositif, on a les chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé, donc ce qu'on appelle les chupes. Donc il existe différents types de chupes. Là, je vous montre moi ce que je mets en place.
Donc des modèles basses ou des modèles montantes. L'intérêt de ces chaussures, c'est qu'elles sont souples. Pareil, elles sont volumineuses, donc on peut mettre des semelles orthopédiques. Il y a une semelle externe qui est souple et légère et antidérapante et suffisamment épaisse pour éviter que éventuellement, si les gens marchent sur un clou ou je ne sais quoi, qu'ils se blessent. Et en général, il y a un contrefort de maintien à l'arrière du pied. Donc on a un bon maintien. On a également la chaussure orthopédique sur mesure. Donc, alors l'intérêt de la chaussure orthopédique sur mesure, c'est que on peut conseiller le choix du modèle. C'est-à-dire qu'en fonction des activités du patient, on va pouvoir lui proposer soit des chaussures ouvertes, des chaussures de sécurité. On fait tout type de chaussures. Donc les indications, c'est les troubles volumétriques. Il y a également la taille des pieds. Ici, c'est assez courant d'avoir des gros pieds et des grands pieds. Et qui ne sont pas toujours chaussables dans de la chaussure thérapeutique à usage prolongé, le modèle qu'on a vu précédemment. Elles sont également indiquées pour les amputations cicatrisées, pour les désorganisations métatarsiophalangiennes, c'est-à-dire essentiellement les hallus valgus, les désaxations statiques et dynamiques. Souvent, on peut rencontrer chez les patients amputés transméta des équins fixés. La chaussure orthopédique sur mesure va pouvoir nous permettre d'insérer des semelles adaptées à cet équin fixé ou un varus éventuellement. Et elle permet aussi d'éviter la récidive des lésions. Ensuite, on a vu la prise en charge préventive. Là, on a également la prise en charge curative. Donc là, l'objectif, mais ça on l'a bien répété, c'est donc la mise en décharge. Ça, c'est impératif si on veut obtenir une cicatrisation. Donc on a des dispositifs non amovibles. Alors je vous en parle vite fait parce que ça ne se fait pas ici. C'est en général en milieu hospitalier, c'est la botte plâtrée, fenêtrée. Donc il y a quand même des contre-indications, l'infection, l'œdème, l'artérite et le périmètre de marche qui n'est pas très grand. Donc, mais bon, ça se fait pas ici, donc je passe. Après, on a les dispositifs amovibles. Donc, dans les dispositifs amovibles, comme Anjanique en a pas mal parlé, c'est ce qu'on appelle la chaussure thérapeutique de série à usage temporaire. Donc, c'est la chaussure de décharge. Donc, elle permet la cicatrisation des plaies ouvertes. Donc, elle est utilisée en phase post-opératoire après intervention chirurgicale. Donc, l'intérêt de ces chaussures, c'est qu'en fait, il y a une grosse semelle épaisse et dans la semelle, il y a une couche de semelle qui permet de faire des trous et de décharger donc les lésions, les plaies. Alors, l'intérêt aussi, c'est que elles sont adaptables, c'est-à-dire que moi, je viens éventuellement modifier la chaussure, la structure de la chaussure, pour l'adapter à la plaie du patient. Comme autre dispositif, on a la botte de décharge. Donc ça, c'est fait ici sur le territoire. C'est une botte en polypropylène ou en polyéthylène, enfin en plastique, avec à l'intérieur une mousse de confort. C'est une botte qui est donc amovible, elle est bivalve, avec une coque postérieure, avec une partie mollet, une partie plantaire, dans laquelle on va avoir la zone de décharge, et une coque antérieure qui va venir s'emboîter sur la coque postérieure et se fixer par des velcro. L'intérêt de la botte bivalve, c'est qu'en fait, on bloque la cheville à 90 degrés. Donc, ça va éviter la dorsiflexion du pied et qu'éventuellement, le pied vienne en contact avec le fond de la botte. Et
Alors après, pour faciliter le passage du pas, on arrondit la semelle extérieure de la botte et on relève un peu le devant de la botte et ça facilite le passage du pas. Donc ça, c'est la botte de décharge. Alors, je vais vous présenter des cas cliniques. Donc là, on a une patiente qui a été amputée en transméta en novembre 2019. Elle a été appareillée en hospitalisation avec une botte de décharge. Elle a été ensuite, après l'hospitalisation, suivie par l'équipe pluridisciplinaire avec des traitements par pansement Urgostart. Enfin, il y a eu différents traitements avec les pansements. On peut voir donc une bonne cicatrisation suite à une bonne décharge et on a pu faire donc à la suite de la cicatrisation de la plaie des chaussures orthopédiques sur mesure. Donc on les voit en bas, les chaussures avec la semelle type Chopard pour en fait intégrer l'amputation. L'intérêt de faire une semelle comme ça, c'est que la personne, quand elle marche, elle retrouve les appuis. Et on ne le voit pas très bien sur la photo, mais pour faciliter le chaussage, il y a des fermetures éclairs, donc, et ça facilite donc le chaussage. Donc ça, c'est les chaussures, ça c'est la patiente, le premier cas. Le deuxième cas, on a donc, alors, ça c'est un monsieur qui a été amputé en transméta en 2017. Il a été revu en 2019 pour une résection du 5e méta. Il a été appareillé avec une botte de décharge en avril. Il y a eu une bonne évolution de la plaie. On lui a mis en place des chaussures thérapeutiques, donc des chutes, des chaussures thérapeutiques temporaires avec des semelles orthopédiques pour décharger la zone encore qui était cicatricielle et à obtenir une cicatrisation complète. Il a eu des chaussures orthopédiques sur mesure, tout s'est très bien passé. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi, il y a eu un arrêt des soins, bien évidemment, parce qu'il y avait la cicatrisation était complète. Il y a eu une non-observance des conseils, un port aléatoire des chaussures. On l'a donc revu en septembre de cette année, suite à une nouvelle plaie. Donc là, on recommence le protocole de soins avec des consultations, des soins podo, des soins infirmiers. On renouvelle les chaussures et les semelles. Donc là, on attend le résultat dans quelques mois. Et le dernier cas, donc une patiente amputée en transméta du 4C5 pied gauche. Elle a eu une botte de décharge en juillet. Elle est sortie d'hospitalisation. Elle est actuellement suivie. Et on voit l'évolution de la cicatrisation avec donc une décharge totale de la plaie. Donc ça, c'est une patiente qui, d'ici quelques semaines, sera appareillée, aura des chaussures orthopédiques sur mesure. Voilà. Vous connaissez tous les barouques? Alors, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que j'en prescris jamais pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a parlé de dérouler du pas. Allez dérouler un pas avec un pied en décharge, le pied levé, appuyé sur le talon. Vous n'y arriverez pas. C'est pareil. Non seulement les patients ne la portent pas parce que c'est extrêmement désagréable, en plus en général elle fait deux fois la semaine de l'autre côté, donc ils marchent comme ça, ils ont mal au dos. Et puis en plus de ça, le déroulé du pas, il se fait pas du tout naturellement. Donc c'est vraiment un dispositif que personnellement je ne prescris pas. Oui. Et du coup, c'est pour revenir sur la chaussure WCS. Alors, on n'a pas d'action chez WCS. Par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez, si on peut revenir sur le diaporama, mais voilà, la chaussure si tu l'as. En fait, pour le coup, cette chaussure, au-delà d'avoir
d'avoir les semelles en dessous là dans lesquelles on peut faire les trous. Vous voyez la forme arrondie de la semelle. Et en fait, c'est ce type de dispositif en dehors des chaussures thérapeutiques, orthopédiques sur mesure qu'on mettra à la fin. Quand vous mettez une décharge, il faut toujours faire attention en fait à ça. C'est le déroulé du pas et puis l'égalité de longueur entre les deux jambes. Là, c'est une chaussure qui part en paire, enfin quand on équipe les patients, c'est avec les deux chaussures, donc sur la même hauteur. Par exemple, pour les bottes de décharge, on fait la botte et en général, Carole, elle colle une semelle en plus sous une autre chaussure de ville, du commerce, pour remettre le patient à la bonne hauteur. Et tout ça, c'est des facteurs qui favorisent la compliance à la décharge. Sans décharge, on cicatrise pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?